Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire du Hub Institute dédié à la santé connectée et à la télémédecine. Nous sommes plus de 345 inscrits. Bonjour à Fabien, Sébastien, Paul, Mathias, Richard, Isabelle, Laurence qui viennent de nous rejoindre. Ça nous fait plaisir d'avoir autant de monde. Je m'appelle Emmanuel Vivier, je suis cofondateur du Hub Institute. C'est moi qui vais accueillir nos intervenants et croyez-moi, on va avoir du beau monde. Aujourd'hui, ce webinaire fait partie du programme Business Recovery Challenge qu'on a lancé avec le Hub Institute. Donc, des conseils, des articles de décryptage pour affronter la crise, pour préparer la reprise, des webinaires, des formations online. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Web Institute, nous sommes un think tank digital. Nous accompagnons plus de 100 grandes entreprises pour les aider à comprendre les innovations, les tendances, les bonnes pratiques de la transformation digitale et business avec des études, des conférences et des webinaires, des formations et des formations online et des learning expéditions, plus de 100 entreprises, donc on couvre tous les secteurs. Aujourd'hui, on va faire un focus effectivement plus sur la santé, mais ça intéresse aussi les assurances et un peu tout le monde. À côté de ça, depuis le confinement, on a aussi adapté nos formations avec des formations online, plus de 35 formations disponibles sur academy.hubinstitute.com. J'en propose 3, entre autres, avec Lionel qui va intervenir aujourd'hui, dédié à la e-santé, les pathologies 2.0, à la pandémie 2.0 et à la transformation digitale de la santé. Donc, si ça vous intéresse, on a des jolies sessions d'1 à 2 heures, 100% online. Et puis, on lance ce programme, puisque ce programme e-santé est en partenariat avec le MBA DMB, donc Digital Marketing. Donc, c'est un programme exécutif, certifiant, diplômant, qui permet quoi ? Tout simplement aux professionnels du domaine de la santé de se former au marketing digital avec toutes les spécificités liées à cette industrie, donc tout ce qui est autour du patient, de la santé 2.0, des nouveaux enjeux, en prenant en compte toutes les contraintes réglementaires et législatives, et Dieu sait s'il y en a dans le domaine de la santé. Donc, vous allez avoir un petit pop-up pour pouvoir télécharger la brochure pour ceux que ça intéresse, un board pédagogique dont évidemment on fait partie, mais aussi Lionel qui va intervenir, Richard ce matin, Rémi Teston de Buzz e-santé, voilà, tout un tas de beaux mondes pour vraiment être sûr que cette formation correspond totalement aux enjeux actuels et à venir de cette industrie de la santé qui est en train de se transformer. Tout à l'heure, d'ailleurs, je passerai la parole à Lionel qui pilote, entre autres, ce MBA. On vous donne aussi rendez-vous dans cet écosystème e-santé avec notre prochain gros événement qui sera le Hub Digital Health Forum le jeudi 10 septembre, en offline, en online, les deux, puisque aujourd'hui, maintenant, on fait des événements hybrides. Donc là, on aura une belle journée, une belle programmation de contenu sur un petit peu tous les enjeux de la santé. Ce matin, je ne serai pas le seul à parler. Bonjour Ginès. Il y aura effectivement la possibilité pour chacun d'entre vous de nous poser des questions, de réagir via le chat. Évidemment, pour tous les participants, vous recevrez un replay, un lien replay vidéo, un extrait des slides, et pour les membres du Hub Institute, la totalité des slides. Vous pouvez réagir aussi sur Twitter avec #BusinessRecovery. Voilà, toujours l'occasion, et on est ravis que vous puissiez partager les meilleurs insights de cette session. Voilà, alors ce matin, j'ai un super panorama. On aura d'abord Lionel Reichhardt, voilà, qui ultra connu dans le domaine de la e-santé avec son blog, entre autres, Pharma Geek. Véronique Brua, voilà, qui est la transformation digitale de Sanofi, puisque les laboratoires se transforment. Et j'accueillerai enfin Marie-Laure Saillard, voilà, qui est CEO de Médocteur, qui est aussi vice-présidente de l'association de la télémédecine. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de changements en ce moment avec le Covid. Pour entamer cette session, je vais essayer de vous faire un résumé très rapide, mais très dense, sur un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de la e-santé en ce moment, pour vous remettre un petit peu le contexte et les enjeux, et entre autres comment nos amis Google, Apple, Amazon sont en train de venir un petit peu sur le terrain de la santé, et avec évidemment leur maîtrise de la data et de la tech. Alors la santé, pourquoi on en parle autant au-delà du Covid? Tout simplement puisque on a un petit peu notre modèle, spécifiquement en France, qui est un peu à la peine. On l'a tous vu, la population
grandit, la population vieillit, donc ça nécessite plus de traitements, ça nécessite des traitements aussi de plus en plus sophistiqués grâce à la technologie et à la data, et donc ça coûte plus cher, alors que effectivement les États ont plutôt tendance à devoir réduire tout simplement leurs dépenses, et donc on se retrouve un petit peu dans un effet ciseau. En parallèle, quand on parle de e-santé, puisque nous c'est un peu ce sur quoi on va se concentrer ce matin, donc vraiment l'impact de la technologie dans le domaine de la santé, en fait c'est plein de sous-sujets. On a un marché mondial qui pèse 10 trilliards, donc ça commence à faire beaucoup d'argent. On a la partie IT, on a la partie assurance, on a la partie pharma, on a la partie e-pharma, la télémédecine, l'emploi dans la santé, les robots chirurgiens. Donc on voit qu'il y a vraiment tout un tas de sous-continents, de sous-sujets, et plus d'ailleurs on navigue dans ce domaine au Web Institute, plus on est toujours surpris de se rendre compte comment il y a des sous-ensembles, des sous-sujets très très pointus et très très précis. La e-santé, c'est plein d'acteurs, puisqu'on va avoir évidemment les États et la régulation qui va avec. De l'autre côté, les patients, les proches, les aidants, les associations. Et au milieu de tout ça, tout un tas d'acteurs, les laboratoires, les pharmaciens, les praticiens, les hôpitaux et les cliniques, les assurances et les mutuelles, les fabricants d'équipements et de matériels médicaux, et évidemment les startups et les gens médicaux qui viennent chambouler un tout petit peu ce jeu de quilles. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de monde qui est impacté et qui est en tout cas intéressé par le sujet. On a essayé d'organiser un tout petit peu tout ça avec une petite matrice qu'on vous propose, avec ces 9 dimensions de la e-santé. Donc on retrouve un petit peu ce parcours du patient avec tous les sujets autour de la prévention. On voit qu'on a plein de nouvelles apps mobiles, de la data pour justement traquer nos données avant de tomber malade. Et l'idée, c'est plutôt de nous faire réagir ou de nous alerter à l'avance. On a tout ce qui est diagnostic. Et là, on va parler télémédecine ce matin. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer au niveau technique, régulation et pratique. Les médicaments, on voit bien qu'au niveau des laboratoires et de la distribution, il y a plein de choses qui sont en train d'évoluer en ce moment, que ce soit en termes de R&D, de production, logistique, de distribution, de marketing. Les traitements, effectivement, beaucoup de choses. Alors, soit dans les molécules, les médicaments, mais même au niveau des soins ponctuels, ou surtout, on va dire, sur les maladies chroniques, en termes de prothèses, d'appareils connectés, tout ce qui va permettre aussi d'améliorer la vie du patient. L'hospitalisation, qui est aussi en train de s'informatiser déjà depuis quelques années, mais qui va bénéficier des progrès de la data et de l'IA. La prise en charge avec les assurances maladie, l'État, les mutuelles, mais aussi, il ne faut pas oublier les associations de patients. Donc, pas mal de choses qui sont en train d'évoluer de ce côté-là. On pense à Alan qui vient d'annoncer qu'après l'assurance, ils allaient rentrer sur le marché de la santé. Et puis, en parallèle, 3 chantiers. Les données patients, ce dossier médical informatisé dont on nous parle depuis des années, qui a quand même un petit peu du mal à arriver, avec tous les sujets de stockage, de sécurisation, de privacy et d'accès. Les startups et les plateformes technologiques, je vais en reparler tout de suite. La formation et les régulations. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de sujets à toucher. C'est un univers complexe, un univers riche, et c'est un univers qui va beaucoup évoluer dans les années qui arrivent. Alors, évidemment, avant les startups et les GAFA, on a quand même les grands laboratoires qui sont tous en train de se transformer. On va avoir ce matin Sanofi qui va venir un petit peu expliquer comment ils s'y prennent. On va être très franc, ils ont été quand même très lents. Et pendant, je pense, quelques années, ils ont cru qu'ils allaient être plutôt bien protégés de la disruption digitale grâce à leur brevet, la R&D qui est très complexe et très coûteuse, grâce à leur maîtrise des réseaux de distribution, et puis à la législation, la réglementation qui est très exigeante. On ne plaisante pas avec la santé. Mais effectivement, là, ça y est, le réveil est lancé et on sent qu'il y a une belle accélération chez tout le monde. À côté de ça, on a des startups qui viennent chambouler les choses. On a 37 licornes, donc 37 startups valorisées à plus d'1 milliard de dollars qui sont apparues et veulent révolutionner tout ou partie et différents endroits de la chaîne de valeur de la santé, que ce soit sur les diagnostics, les traitements, la prise en charge, la télémédecine. Donc là, on a tout un tas de choses avec effectivement un poids lourd, les États-Unis. Là-bas, la santé coûte très cher. C'est un marché profitable, très grand, et donc effectivement, il y a beaucoup de choses à disrupter. Et l'Asie qui est en train d'avancer très fort, ce qui ne nous empêche pas en Europe d'être toujours très bon sur la R&D. Peut-être un peu moins bon sur la fabrication, on l'a vu, qui a été beaucoup déporté en Asie. Et puis, avec des Doctolib, des Babylone sur le suivi des patients qui essaient un petit peu de
défragmenter ou de simplifier, de fluidifier ce parcours client ou patient qui est quand même un peu galère. Aujourd'hui, on a plein d'offres, plein d'experts. C'est pas toujours simple pour le patient de s'y retrouver. À côté de ça, on a aussi les CPG, donc tout ce qui est fabricant alimentaire qui commence à penser alicamment ou comment s'approcher du domaine de la santé. Ça les intéresse, des marges un peu plus appétissantes. Et puis, il faut pas oublier, nous, on est plutôt avec une distribution très réglementée avec les pharmaciens ou la parapharmacie, des fois, dans certaines dans la grande distribution. Aux États-Unis, on a carrément la distribution. On peut acheter ces médicaments au Walmart, chez CVS, même Best Buy est en train de s'y intéresser. Et donc, de plus en plus, au-delà du médicament, on va même proposer des soins, voire des diagnostics pour certaines, on va dire, pathologies dans les magasins. À côté de ça, effectivement, et ça va être mon focus pour ces 5 prochaines minutes, les GAFAMI, donc Google, Apple, Amazon, mais aussi un peu Microsoft et IBM. Alors pour le coup, Facebook est un peu plus absent du sujet, qui ont pas arrêté ces dernières années, ça c'est pas forcément vu, enfin faut regarder un peu plus proche, beaucoup de rachats, beaucoup d'innovations, effectivement le domaine de la santé c'est un domaine relié à la data, l'IA, donc ça intéresse forcément ces plateformes technologiques, il y a aussi des belles marges et puis c'est un usage massif, la santé, donc ça intéresse forcément ces plateformes-là. Elles ont d'abord beaucoup investi, pris des participations avec Google Venture, avec Apple et d'autres dans les startups existantes. Mais si on fait un petit focus sur 3 acteurs, donc Apple c'est un petit peu l'éléphant dans la pièce, très discret, mais en fait très, très, très actif. Alors GAFAMI, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et IBM nous demandaient Laure dans le chat. Donc Apple, c'est intéressant alors je suis désolé, les slides sont en anglais, mais en gros, Apple, il y a eu un interview de Tim Cook, donc le PDG d'Apple, qui disait finalement, ce que j'aimerais qu'on retienne comme la plus grande contribution à l'humanité d'Apple, ça sera la santé. Et c'est très surprenant, on pourrait imaginer c'est l'entertainment avec l'iPhone ou iTunes. Et finalement, a priori, ça se voit pas forcément encore pour le grand public, mais ils sont en train de faire des investissements considérables dans la santé. D'abord, ils ont un énorme avantage. Ils ont 1,4 milliard de devices, d'appareils Apple, les iPhones, les iPads, etc. Donc, c'est en termes d'usage, c'est massif. Ils savent faire du hardware, du software, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'acteurs. Ils savent évidemment, ils sont très très bons sur la partie interface, design et UX. Et puis, ils sont plutôt bons aussi chez Apple par rapport à d'autres sur la privacy et la sécurité. Donc, 4 vraiment ingrédients majeurs pour être bons sur le domaine de la santé. D'abord, on a tous, en tout cas beaucoup d'entre nous, un smartphone et un certain nombre d'entre nous un iPhone. Et dans l'iPhone, vous aurez remarqué qu'il y a tout un tas, il y a un moyen en tout cas d'enregistrer tout un tas de données pour suivre son activité. On a démarré un peu avec les bracelets connectés ou le nombre de pas parcourus. Et en fait, si vous regardez bien, vous allez voir que c'est de plus en plus précis. Ça peut aller jusqu'à même suivre votre cycle menstruel. Et puis tout un tas d'applications dédiées à la santé qui vont utiliser les capteurs et les données de l'iPhone pour vous donner des diagnostics, du suivi, de la prévention. Mais à côté de ça, ils ont travaillé avec des applications que nous, on voit pas dans le domaine de la santé pour les hôpitaux, pour les professionnels de santé. Et donc, on a 3. Donc, on a Health App qui est l'application B2C avec nos données de santé. Mais à côté de ça, on a Health Kit, Research Kit, Care Kit. Et donc là, en fait, ils ont monté tout un écosystème pour, de manière sécurisée, pouvoir, par exemple, lancer des tests, des essais cliniques, pardon. Donc ça va permettre, par exemple, de dire si j'ai besoin de 10 000 ou 100 000 personnes pour suivre les données d'un traitement ou les données d'un nouveau médicament. On va à la fois traquer des données via l'Apple Watch, via les AirPods ou via l'iPhone, automatiquement, nombre de pas, déplacements, activités, sommeil, etc. Et puis, ils vont pouvoir aussi remplir des formulaires. On va pouvoir développer des applications avec, entre autres, Research Kit et Care Kit pour pouvoir
passer des questionnaires auprès des patients et donc récupérer de l'information qui va être sécurisée, qui va être agrégée, qui va être partagée avec tout simplement les médecins, les chercheurs. Et donc ça, ils l'ont vraiment industrialisé. Et donc avant, il fallait quasiment 1 an pour recruter 10 000 personnes pour un essai clinique et 50, ça aurait pris 50 hôpitaux ou centres médicaux. Aujourd'hui, voilà, là on a un témoignage qui nous dit je suis capable en moins d'1 an de recruter 400 000 personnes à travers une région, un pays ou le monde. Donc c'est une grosse accélération, c'est une grosse simplification des essais cliniques. Donc ça, c'est quand même un gros atout pour pouvoir effectivement développer plus rapidement. On le voit bien avec le Covid, hein, un vaccin, ça prend énormément de temps. Évidemment, si vous prenez l'iPhone, l'Apple Watch ou les AirPods, eh bien, il y a de plus en plus de capteurs à l'intérieur. Il y a des capteurs qui deviennent d'un niveau quasiment médical, entre autres à terme pour les battements cardiaques, pour la pression sanguine, donc tout un tas de choses qui vont permettre de nourrir ces applications santé. On voit que si c'est pas suffisant, on peut connecter des appareils externes à l'iPhone, par exemple pour suivre son niveau de glucose, pour pouvoir faire des scanners à ultrasons, pour pouvoir amplifier par exemple l'audition. Donc finalement, l'iPhone, c'est aussi d'abord un mini ordinateur portable qui est connecté et donc on va pouvoir connecter et réduire le prix de devices, d'appareils complémentaires pour la santé. Puis Apple a déjà racheté une clinique pour ses propres employés et donc elle est en train de tester tout un tas d'outils et de mesures de data. Donc il faut imaginer que ce qu'elle est en train de roder pour ses propres salariés, ce sera le cas demain pour d'autres. Ça, c'était pour Apple et encore, je vous ai montré qu'un tout petit bout. Google, avec Alphabet, la holding, ils sont en train d'investir dans beaucoup de choses autour de la santé. Évidemment, il ne faut pas oublier que c'est le premier moteur de recherche sur lequel on va s'informer et chercher de l'information. C'est aussi un des premiers supports de publicité. Et il faut se rappeler que dans d'autres pays comme les États-Unis, la publicité médicale est beaucoup moins réglementée. Donc, il y a des budgets phénoménaux pour acheter du marketing au niveau des laboratoires. Et demain, ça sera effectivement aussi le portable avec Android et la Voice avec Google Home. Donc, ça reste un des carrefour d'informations sur la santé. À côté de ça, il y a de quoi quasiment faire un hôpital avec toutes les startups et les technologies développées par Google, que ce soit au niveau de la R&D avec DeepMind, que ce soit avec Apigee, qui est un moteur d'API pour connecter les datas, parce que un des enjeux demain, c'est on a plein d'endroits avec de la data santé, c'est de reconnecter tout ça en sécurisant avec la privacy qui va bien. On a Google Suite, qui est aussi utilisé, Google Drive, partage de données et tout ce qui est bureautique. Et effectivement, ils sont en train, grâce à leurs données, de pouvoir accélérer tout simplement. On n'est plus sur des essais cliniques sur 10, 20, 50 personnes sur 3 ans, mais on va pouvoir mouliner des données de millions, voire de centaines de milliers de personnes pour essayer, d'identifier des patterns, détecter plus rapidement des problèmes, des corrélations, essayer d'identifier potentiellement des sources de santé. Alors, Onduo et Verily, voilà, qu'on a essayé de déposer un brevet pour une seringue qui est capable de mettre les bons dosages. Donc, demain, c'est aussi d'aller d'un soin standard à un soin de plus en plus personnalisé en utilisant la data. C'est des machines pour essayer d'identifier les problèmes de vue en Inde avec Verily. C'est aussi pouvoir suivre les rythmes cardiaques. C'est pouvoir aider les gens souffrant de tremblements avec Alzheimer. Donc, on voit qu'il y a tout un tas de startups dans lesquelles ils ont investi, de brevets déposés, de technologies développées, seuls ou des fois avec des laboratoires. C'est Apigee, leur moteur d'API pour connecter de la data santé. C'est DeepMind pour mouliner de la data à gros volume avec de l'IA pour faire de l'analyse et entre autres aussi utilisé pour la santé. C'est le Google Cloud mis au service effectivement en puissance de calcul, de stockage de la donnée ou tout simplement de bureautique dans les hôpitaux. Et puis pour terminer avec Amazon qui est en train de débarquer sur la distribution tout simplement de médicaments. Ils ont racheté PillPack, un très très gros acteur aux États-Unis où vous achetez en ligne, enfin en fait vous envoyez un petit peu votre ordonnance et ça va vous envoyer prépackagé par jour des petits sachets avec les bons médicaments. Au lieu d'acheter une boîte complète, vous avez juste la dose pour chaque jour et avec les bonnes recommandations pour pas se tromper. Ils commencent à lancer aussi des apps dans Alexa pour pouvoir conseiller les gens à distance. Quand PillPack s'est lancé, ça a fait s'écrouler le cours de la bourse de Walgreens, qui est un des distributeurs, un des retailers
qui vend beaucoup en fait. Donc, c'est PDG de Johnson & Johnson qui me dit on doit vraiment se rendre compte qu'Amazon rentre dans notre business et si on veut pas se retrouver face à une crise, il va falloir être beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient, il va falloir devenir des pros de la data et pas juste des molécules. Et on le voit aujourd'hui, ils ont Amazon Alexa, ils ont Amazon Prime pour la livraison, ils ont Amazon Cloud pour mouliner la data, ils ont PillPack pour la pharmacie, ils ont Woolfood, ils ont déjà lancé aussi un système, alors là pour leurs salariés à eux, enfin il faut savoir qu'ils ont quand même 900 000 salariés dans le monde, mais aux États-Unis, je peux prendre rendez-vous et avoir un praticien qui vient chez moi et je peux me faire livrer des médicaments. Donc ça, c'est rodé en interne. Il faut imaginer que demain, ça va arriver en externe. Donc tout ça pour dire et pour conclure que la technologie, c'est Sib Insight qui nous disait, n'est plus juste un support du business. La technologie est le business. Et effectivement, dans le domaine santé, demain, la donnée, l'exploitation de la donnée, que ce soit de la donnée de molécules, la donnée de traitement, la donnée de prévention, va devenir ultra clé. La question, c'est est-ce que la technologie va apprendre la santé plus vite que la santé va apprendre la technologie? On peut se poser la question, sans oublier quand même qu'on a évidemment une contrainte spécifique à la santé, qui est celle de la régulation, qui simplifie pas et qui accélère pas tellement les choses. Mais bon, on peut faire avec, et surtout quand on a le cash et les capitaux pour trouver des moyens. Je vais m'arrêter là pour cette introduction assez dense. Je vais passer la parole à Lionel Reichard, qui est vraiment un des top expert e-santé aujourd'hui, entre autres avec son blog PharmaGeek. C'est aussi lui qui anime nos formations online sur le sujet et le MBA dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, Lionel, si tu veux bien nous rejoindre sur scène, tu vas nous faire un petit focus sur l'impact du coronavirus sur le monde de l'e-santé. Lionel ? Et oui, pour Eva, en attendant l'arrivée de Lionel, il y aura bien un replay disponible, puisque vous allez voir, ça va être assez riche. Lionel. Bonjour à tous, bonjour Emmanuel. Voilà, je te laisse la parole. Merci beaucoup, bonjour à tous. Je vois plein de noms que je connais. J'espère que vous allez tous bien, que tout se passe bien et que la santé se passe bien. Alors donc, merci Emmanuel pour cette introduction assez large sur ce qu'est le basculement et la transformation du monde de la santé. La e-santé en est un des leviers de ce changement. On a parlé du patient empowerment, du bascule du care, du cure au care, le changement du point of care. Mais on voit bien que jusqu'à maintenant, même si on avait tout cet inventaire de possibilités, il n'y a pas grand-chose quand même, il faut l'avouer, qui changeait. Mais depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, on vit une crise sanitaire majeure qui est en train d'être un game changer, un accélérateur de cette transformation digitale. Le monde renoue avec un vieux démon qu'il avait voulu oublier, même si on nous avait averti quand même pas mal sur les risques d'épidémie ou de pandémie. Il y en a eu plus de 1400 ces 10 dernières années recensées par l'OMS. Et puis pareil, la grippe espagnole dans les livres d'histoire apparaît très peu, alors que les deux guerres qui ont tué moins de personnes font l'objet d'énormément de publications. Donc on voit bien que cette pandémie de Covid-19 est en train de changer complètement notre façon de vivre en général dans le milieu professionnel, mais aussi dans le milieu personnel et dans la santé. Et c'est la première pandémie du 21e siècle. C'est la première pandémie à l'ère du digital et c'est peut-être la première pandémie qu'on arrivera à vaincre en tant qu'humanité. En tout cas, c'est le propos du livre que je suis en train d'écrire qui s'appelle Pandémie 2.0. Est-ce que c'est la première pandémie que l'humanité arrêtera? Je continue à faire un relais assez intense sur les sujets de digital et de santé, notamment liés à la pandémie. Et puis, j'ai eu la chance dans mon malheur, tu l'as dit, je fais partie du MBA DNB, dont la rentrée sera le 2 novembre. Le MBA DNB Santé, la rentrée sera le 2 novembre. Mais on a quand même d'ores et déjà 250 étudiants sur le MBA Digital Marketing et Business Classique, notamment avec une promo à Shanghai. Et dès le mois de février, du coup, on a basculé cette promo de Shanghai en formation en ligne. Et du coup, j'ai très rapidement appris énormément de choses par rapport à ça. Par rapport à comment gérer cette interaction. J'ai écrit plusieurs posts d'ailleurs sur LinkedIn sur comment le modèle de la pharma pourrait évoluer dans cette période-là, comment on doit se préparer à apprendre à former en ligne, à générer de l'interactivité. Et donc, du coup, c'était
c'était extrêmement intéressant et on vit quelque part une époque passionnante, même si, bien sûr, il y a des choses assez contraignantes qui apparaissent par rapport à ça. L'histoire des épidémies est ancienne, est presque aussi vieille que le monde. Si on regarde d'un point de vue médical, elle apparaît, on est à l'année 412 avant Jésus-Christ, on est dans le nord de la Grèce, au bord de la mer de Marmara, dans la ville de Périnthe. Il y a la toux de Périnthe qui est documentée par un médecin dont on va entendre parler plus tard, puisqu'il s'appelle Hippocrate. C'est le premier à documenter finalement une grippe. Et puis, c'est le premier à utiliser le mot épidémie, qui veut dire en grec sur le peuple, dans un contexte médical. Et puis, plus proche de nous, on voit apparaître l'épidémiologie moderne avec John Snow, rien à voir avec Game of Thrones. John Snow, qui est un médecin londonien, qui lui va documenter et factualiser une épidémie de choléra dans un quartier de Londres et utiliser les outils d'épidémiologie moderne qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, plus proche de nous, on se rappelle en 2009, tu parlais de Google tout à l'heure, hein, Google, dans ses premières approches sur la santé, a utilisé Google Food Trends. C'était un outil qui devait prédire les épidémies, qui a connu une difficulté à un moment donné et qui a été arrêté en 2015. Mais on a beaucoup d'outils aujourd'hui qui sont capables de, à travers les réseaux sociaux, à travers le web, à travers un certain nombre de bases de données, d'anticiper et de prédire un certain nombre de choses. Et puis, depuis 2013, très intéressant aussi la mise en place de ce hackathon au niveau quasiment mondial, mais surtout concentré sur les pays en voie de développement, qui s'appelle EPIAC. Il y a eu une douzaine de réunions d'ores et déjà sur comment est-ce qu'on peut lutter avec les outils digitaux contre les épidémies et les pandémies. Très intéressant parce qu'il travaillait beaucoup sur la notion de santé animale et de One Health. Je vois qu'Annick Valentin-Smith est connectée et je la salue. On a monté avec elle en 2016 et avec l'université d'e-santé de Castres les premières réunions concernant la e-santé animale et on a travaillé sur le concept de One Health, convaincu qu'effectivement la santé de l'environnement, la santé des animaux et la santé humaine étaient très interdépendants, très liés et qu'il fallait travailler sur ces approches-là. Vous savez que 75% des maladies émergentes chez l'homme sont d'origine animale et donc il va falloir composer avec cette donnée-là. Alors, je ne vais pas vous faire un inventaire aujourd'hui. On a fait un certain nombre de présentations sur Pandémie 2.0. J'ai plus de 200 ou 300 solutions aujourd'hui recensées à travers le monde d'applications et de différentes technologies. J'ai voulu essayer d'avoir une vision peut-être un peu plus structurée ou hélicoptère là-dessus. D'abord, moi, je vois dans cette lutte contre la pandémie trois aspects. Une première lutte, effectivement, dans le domaine de l'épidémiologie contre la pandémie elle-même, avec un certain nombre de phases de pandémie à gérer, hein, donc de l'identification, de la prévention, de la modélisation, des stratégies qui vont être mises en place. Une phase de lutte contre la maladie elle-même, et on voit bien, hein, on la découvre tous les jours, ces orages cytokines, les différentes phases, le diagnostic. Donc là, on est plus à reposer sur la science médicale et sur la médecine. Et puis, on a cette phase qui s'est ouverte immédiatement avec le directeur général de l'OMS, hein, qui a tout de suite précisé qu'on luttait contre une épidémie, puis une pandémie, mais aussi surtout contre une infodémie. On voit bien à la fois la surcharge d'informations et à la fois les fake news qu'on peut malheureusement croiser. Donc, la e-santé se place dans les trois domaines pour pouvoir réussir à avancer. Alors, bien sûr, le nerf de la guerre de toute guerre, ça a toujours été l'argent. Emmanuel en a parlé tout à l'heure. Il y a énormément d'investissements qui ont été faits depuis 10 ans, plus de 70 milliards de dollars qui ont été investis dans la health tech, qui en font l'un des secteurs les plus, je dirais, dynamiques en termes d'investissement. Et donc, il va falloir voir aussi que ce premier trimestre a été marqué par une explosion, une accélération encore de ces investissements, avec notamment tout ce qui est accès aux soins, télémédecine et les plateformes de suivi à distance qui sont très impactées par ces solutions-là. Alors, encore une fois, je ne vous ferai pas un listing. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez lire des articles et vous verrez, il y a énormément d'éléments sur des solutions d'intelligence artificielle, d'objets connectés. On peut en parler Covidome, par exemple, par la PHP pour le télésuivi des patients. Vous avez des impressions 3D. Maintenant, il y a 60 imprimantes 3D qui sont à Port-Royal pour pouvoir
produire des pièces et du matériel. Et donc, je vous fais suivre normalement en lien un rapport sur la Chine, hein, qui est excellent, sur toutes les technologies qui ont été déployées lors de l'épidémie. Voilà, les objets connectés, les drones, les robots, les véhicules autonomes, énormément de choses. J'ai voulu scinder toutes ces technologies dans les finalités qu'elles pouvaient avoir. Je pense que la première finalité qu'on a vue visuellement, d'ailleurs, à travers toutes ces digital maps qu'on peut avoir, c'est comment est-ce qu'on rend visible l'invisible et comment est-ce qu'on peut arriver à tracer l'évolution, la propagation de ce virus-là. La carte la plus célèbre, d'ailleurs, celle de John Hopkins, est consultée plus d'1 milliard de fois chaque jour. Vous avez aussi des cartes de suivi des mutations du virus, des mutations génétiques avec NextTrend. Il y a eu tout ce problème des clusters et du contact tracing. Vous avez toute la question aujourd'hui du backtracking avec les applications de suivi des personnes infectées ou des personnes qu'on pourrait croiser. Vous avez eu beaucoup d'applications de tracing aussi pour tracer les ressources. Où sont les lits? Où sont les respirateurs disponibles? Où sont les masques qu'on peut acheter? Où est le papier toilette? Vous avez même eu des applications là-dessus. Donc, beaucoup de choses sur le trace and track. C'est une dimension extrêmement importante. Deuxième volet qui était essentiel aussi et qui est essentiel dans cette lutte contre la pandémie, c'est comment est-ce qu'on augmente nos capacités, nos ressources, comment est-ce qu'on affronte la vague. L'impression 3D, tout d'un coup, a fait son coming out. Ça a été la grande révélation, je dirais, de cette situation, puisque là, on a pu envisager de fabriquer des respirateurs en open source, en impression 3D. On a pu fabriquer des pièces de maintenance. On a pu fabriquer des pièces qui permettaient de dédoubler ces respirateurs pour plusieurs patients, des visières, un certain nombre de matériel qui était disponible. Vous avez beaucoup de plateformes qui permettent aussi tout ce qui est partage de connaissances, tout ce qui est levée de l'argent pour certains hôpitaux. Il y a eu des cagnottes Litchi pour certains hôpitaux. Vous avez eu des plateformes pour appeler à l'aide des anciens médecins, des étudiants infirmiers. Donc là aussi, vous avez Foldit, par exemple, qui permet de mettre son ordinateur, une partie de son processeur, je dirais, en ressources communes pour pouvoir développer de la protéine à travers de la gamification, beaucoup de réalité virtuelle, de réalité augmentée pour pouvoir augmenter la possibilité de formation de ces bras supplémentaires ou de ces médecins qui seraient rappelés. La réalité augmentée a été utilisée aussi, par exemple, pour assurer la maintenance à distance de tous ces appareils qui fonctionnent 24 heures sur 24. Des bases de données qui ont été ouvertes, des éditeurs qui ont mis à disposition les publications qui étaient normalement payantes, mais vous avez aussi beaucoup de collectifs de hackers qui ont hacké ces bases de données pour mettre à disposition la connaissance sur les coronavirus, sur les traitements, sur un certain nombre de choses. Et puis, bien sûr, beaucoup de startups qui ont mis en ligne et gratuitement leurs services pour pouvoir accélérer la mise à disposition et les usages. Et puis, finalement, ce qu'on a le plus besoin dans ces temps difficiles, c'est de pouvoir être sans contact, mais de rester connecté. Et là, on voit qu'il y a beaucoup d'outils du monde digital qui permettent ces possibilités-là. La télémédecine dont on a parlé, qui connaît son momentum avec une explosion dans les usages, elle qui, je dirais, la télémédecine est antérieure à l'arrivée du digital et d'Internet. La télémédecine est arrivée avec le téléphone et donc elle représentait 0, quelque chose % du nombre de consultations. Aujourd'hui, elle en représente presque 30%. Donc là aussi, c'est un vrai changement. Mais l'Internet des objets aussi a été extrêmement intéressant pour faire du suivi de santé des soignants, pour faire du suivi à distance, pour faire du contrôle de quarantaine des patients, des applications mobiles de triage, d'autodiagnostic, des chatbots, des drones, des robots pour le contrôle, pour la logistique aussi, pour livrer un certain nombre de choses. Puis bien sûr, les réseaux sociaux qui ont contribué à informer, alors avec le meilleur et le pire parfois, mais le nombre de médecins qui utilisent aujourd'hui des groupes WhatsApp, des Slack pour pouvoir partager de l'information est extrêmement important. Et c'est clair que beaucoup de patients et beaucoup de soignants ne reviendront pas en arrière sur ces usages qu'ils ont développés. Et je crois que c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on prenne en compte dans les mois et les années à venir, dans la façon dont on va gérer la question de la santé. Alors, je vais ouvrir des portes, je vais ouvrir des portes ouvertes en parlant de la santé. Elle est au cœur de tous ces bouleversements. Elle est déjà au cœur de la façon dont on gère les épidémies. On recueille énormément de données. Il y avait des données
de l'open data qui était disponible. Il y a de plus en plus d'études qui se fait sur les réseaux sociaux pour comprendre aussi l'état de santé mentale des populations, des sujets qui peuvent les intéresser. Et donc, là aussi, la data est vraiment au cœur de toutes les problématiques. Et c'est clair que si on avait pu déployer Ma Santé 2022, peut-être qu'on pourrait encore accélérer là-dessus, sachant que le Health Data Hub aussi est très mobilisé sur ces sujets de santé. Beaucoup d'intelligence artificielle à différents niveaux, soit dans la lutte contre la pandémie, soit dans la lutte contre la maladie, soit dans la lutte aussi contre l'infodémie, pour modéliser le confinement, le déconfinement, pour aider au diagnostic, pour aider à la décision sur certains patients. Donc là aussi, pour faire fonctionner les drones, la 5G a été beaucoup utilisée en Chine, elle n'est pas disponible aujourd'hui, mais c'est clair que ça fait partie des choses qui sont mentionnées. Emmanuel l'a mentionné aussi, c'est que on est dans un contexte réglementaire et on voit que cette pandémie a fait quand même exploser le cadre complètement, avec notamment sur la télémédecine le besoin de libéraliser beaucoup la façon de faire, parce que la réalité nous rappelle aussi les obligations. Le RGPD, quelle place il va avoir? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sont dédouanés ces derniers temps. La privacy, est-ce que la privacy est compatible avec la santé publique en temps de crise sanitaire? Ça pose beaucoup de questions qui ne sont pas le sujet d'évoquer là, mais on voit bien que dans des pays, pas que en Chine, il y a un certain nombre de contraintes qui ont été mises sur les utilisateurs et sur la population. Et c'est vrai que c'est plus le temps du en même temps. Il va falloir faire des choix de société. Et juste pour conclure, parce que le temps passe, je voudrais citer Jean Monnet qui disait « Les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité, ils ne voient que la nécessité dans la crise ». Je pense qu'on est en plein dedans. Et c'est vrai que cette crise-là a fait accélérer complètement le déploiement de la e-santé et l'usage d'un certain nombre d'activités de e-santé. Il sera intéressant de voir les publications après et la réalité de ces usages et l'intérêt de ces usages. Mais en tout cas, merci Emmanuel, merci aux équipes du Hub Institute et je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn. Merci Lionel. Bah, effectivement, quand on regarde un petit peu le sondage, pensez-vous que la crise sanitaire va faire décoller la e-santé? Oui, à 96%. Donc bon, au moins, un problème aura créé une opportunité. Pensez-vous que les usages e-santé vont perdurer après la crise? Oui, à 91%. Et les activités qui vous semblent les plus impactées, effectivement, la télémédecine, on va en parler tout à l'heure, les applications mobiles, un petit peu moins l'impression 3D, 40%, et beaucoup moins la VR et l'intelligence artificielle. Mais bon, c'est un petit peu moins B2C. Quand avez-vous fait une recherche sur Google liée à une question de santé? Bon, bah là, on n'a pas eu encore de réponse, donc on va garder ça pour la suite. Un grand merci Lionel. On va enchaîner maintenant avec Véronique qui va venir nous rejoindre et qui va nous parler de transformation chez Sanofi, voilà, dans un grand laboratoire international. Comment ça se passe malgré les problèmes, on va dire, de régulation, malgré effectivement la taille, l'international, la complexité, effectivement tout le challenge, on va dire, de pouvoir développer une vision et ensuite de la mettre en place, ce qui est jamais simple. Bienvenue Véronique. Merci Emmanuel pour l'invitation et très intéressant ton introduction et Lionel d'avoir construit aussi là-dessus et de donner le contexte en fait du quotidien qu'on a aujourd'hui. Je pense que pour commencer et pour pouvoir accélérer en fait cette transition, elle revient vraiment aux actions que chaque personne va prendre. Et donc une des premières questions que j'avais, et tu en as parlé aussi Emmanuel, c'est quels sont vos usages? Donc toutes les personnes en fait sur le webinaire, quels sont vos usages? Et donc une des premières questions que j'aimerais pouvoir vous poser, c'est de savoir, au-delà des recherches que vous pouvez faire sur Google Doctor, puisque c'est vraiment devenu aujourd'hui la source principale en fait d'information pour le grand public, est-ce que vous déjà vous utilisez des applications dont Emmanuel a parlé, c'est-à-dire les applications d'iPhone pour traquer un certain nombre de paramètres de biomarqueurs, par exemple, comme le nombre de pas ou la qualité de sommeil, la durée de sommeil. Si vous voulez bien aller dans le sondage et répondre, on va pouvoir après avancer. Voilà, on va regarder dans l'onglet, ça commence à bien répondre. Donc, quand avez-vous fait une recherche sur Google, il y a une question de santé. Il y en a qui sont même pour le montrer de nous dire ce matin. Après, je pense qu'il y a un certain nombre qui doit avoir activé les fonctions de tracking de l'iPhone sans s'en rendre compte. Mais c'est effectivement le tracking des pas. Très bien.
Non, mais en fait, remplir, on va, je pense qu'on va la reprendre aujourd'hui, dans 5 minutes, le temps que ça se remplisse. Bah, je te propose de redémarrer, puis on regardera les résultats d'ici 5 minutes. Très bien, parfait. Donc, merci Manuel. Donc, ce que je vais essayer de faire dans les 10 prochaines minutes, c'est surtout de vous expliquer comment gérer toutes les grandes tendances que Emmanuel et Lionel ont décrites, comment ça se traduit au quotidien pour un grand groupe comme Sanofi. Donc, Emmanuel, j'ai beaucoup apprécié en fait que quand tu disais que les grands groupes pharmaceutiques ont mis vraiment beaucoup de temps à se lancer. Ça a été très long, très poussif. Il y a eu plusieurs expérimentations. Donc, sans parler de Sanofi, quand on regarde par exemple les Novartis, par exemple, avec des annonces, avec des partenariats, et ensuite un retrait de ces partenariats. Donc, on voit bien en fait que le secteur de la pharma est vraiment en train de se lancer et de tâtonner un petit peu. C'est vrai que c'est des nouveaux métiers, c'est des nouvelles façons de travailler. Donc, fondamentalement, là où par exemple un grand groupe pharma va mettre 10 ans à développer une molécule et la porter sur le marché, évidemment dans le digital, on parle de mois. Et quand je suis arrivée il y a à peu près 2 ans, on faisait des plans stratégiques à 5 ans. Évidemment, dans le digital, c'est pas possible. Donc, pour démarrer en fait la conversation aujourd'hui, ce que je peux simplement vous dire, c'est vraiment de comment les grands groupes comme Sanofi aujourd'hui utilisent la technologie au service du plus grand nombre et en particulier au service de l'automédication. Donc, je fais partie de l'entité Sanofi Consumer Healthcare. Donc, notre focus, c'est principalement comment permettre à un plus grand nombre en fait, de s'automédiquer et de pouvoir soigner, on va dire, la majorité des symptômes. Donc, pour démarrer cette conversation, et je pense qu'on a déjà, dans les dernières minutes, évoqué en fait quelles sont les grandes tendances en fait qui permettent, l'utilisation de la technologie au service de nos patients. Principalement, en fait, comme le disait Emmanuel, c'est de la prévention et de la qualité de vie. Effectivement, pour un grand groupe comme Pharma, comme Sanofi, je dirais notre mission principale, c'est de pouvoir gérer des conditions, gérer des symptômes et donc réduire gérer les impacts au quotidien pour les symptômes de nos patients. Donc, la première transition pour nous, ça a été de pouvoir dire, au-delà des symptômes et du traitement des symptômes qui sont les réalités au quotidien, comment on va aussi améliorer la qualité de vie, comment on va gérer les side effects que certaines conditions chroniques, par exemple le diabète, peuvent générer pour nos patients. Notre mission principale maintenant, c'est de pouvoir proposer de la technologie au service vraiment de la qualité de vie, de la prévention, et donc d'aller au-delà d'une pile ou d'un médicament qui va juste pouvoir traiter les symptômes et réduire, l'impact du corps. Dans un deuxième temps, notre objectif en tant que business line autour de l'automédication, c'est de pouvoir apporter à nos patients la possibilité de mieux comprendre leurs conditions, c'est-à-dire de s'éduquer, de mieux comprendre pourquoi ils vont avoir des symptômes, par exemple, on parle du syndrome du côlon irritable, qui est très difficile à diagnostiquer. Et donc, ça demande beaucoup d'éducation pour les patients pour pouvoir comprendre pourquoi ils ont une multitude de symptômes entre de la douleur et puis d'autres phénomènes digestifs. Donc, notre objectif, ça va être vraiment de les éduquer, de faire en sorte qu'ils deviennent plus acteurs de leur maladie. Donc, vraiment, au sujet de l'éducation diagnostique, on va revoir. D'ailleurs, Lionel en parlait précédemment. On va y revenir tout à l'heure. Ensuite, le troisième partie qui vraiment drive ce c'est au sujet de la convenience et de l'accessibilité. D'ailleurs, tous les deux, Lionel et Emmanuel, vous en avez parlé, des nouveaux acteurs comme PillPack, mais aussi d'autres acteurs, par exemple, en France ou en Europe, Deliveroo, potentiellement Glovo. Donc, en fait, il y a énormément d'acteurs qui font de ce qu'on appelle la smart delivery, c'est-à-dire apporter à domicile aujourd'hui de la nourriture. Demain, ce sera peut-être vos courses, même potentiellement vos médicaments. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir utiliser les usages qui sont déjà en train de changer en fait dans l'industrie grand public, de pouvoir les adapter au service de l'autonomie. Et finalement, en fait, un des sujets qui est vraiment extrêmement important, qui est de plus en plus présent en termes, c'est le besoin de la personnalisation. Et en particulier, non seulement, on va dire, la personnalisation potentielle de nutrition, comme je disais tout à l'heure, Emmanuel parlait de Nestlé, qui c'est la nutrition personnalisée, donc c'est-à-dire qu'on passe une molécule qui est valable pour l'ensemble de la population à une molécule personnalisée par rapport
à notre profil et nos besoins nutritionnels, par exemple. Donc, la personnalisation au niveau des produits, au niveau des médicaments, mais aussi au niveau de l'expérience et du parcours en fait, du patient. Donc, effectivement, chaque personne souhaite vraiment avoir un accompagnement au quotidien qui est différent de son voisin ou même d'une personne, d'un membre de sa famille. Donc, je dirais la personnalisation, elle est vraiment essentielle. On le voit d'ailleurs dans d'autres secteurs plutôt liés à la grande distribution, par exemple la cosmétique. Si on regarde ce que fait L'Oréal, par exemple, c'est très intéressant parce que ça montre en fait que même dans ces grands sujets de cosmétique, il y a énormément de besoins de personnalisation de l'offre. Donc, pour accompagner en fait ces grandes tendances, depuis à peu près 18 mois maintenant, donc Sanofi a décidé de vraiment investir et de commencer à construire ses compétences pour pouvoir répondre à ces grandes tendances et permettre à nos grandes marques donc de pouvoir non seulement se différencier, mais surtout d'apporter vraiment un service et un service pour nos patients. Donc pour faire ça, en fait, on a fait différentes choses et donc je vais vous en parler un petit peu en fait de quels sont les grands partenariats qu'on a mis en place. Donc pour commencer, en fait, on a commencé à peu près 12 à 18 mois maintenant un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Plug and Play, qui est basée aux US, qui est à la fois un matchmaker entre les corporates et les startups et en même temps un VC fund. Donc c'est un investisseur capital risque. Et donc en fait, Plug and Play nous permet d'avoir une plateforme pour accélérer les projets qu'on souhaite mettre en place et accélérer en partenariat avec des startups. Donc aujourd'hui, Plug and Play ayant un réseau global, je dirais d'agences, on va dire, dans la majorité des pays, ça nous permet de pouvoir faire ces innovations at scale immédiatement, sans attendre en fait qu'un des projets fonctionne. Donc en gros, aujourd'hui avec Plug and Play, on est présent en Europe, à Munich, on est présent au Japon, à Singapour, à Latam, enfin c'est-à-dire à Sao Paulo. Demain aux US et potentiellement la Chine. Donc pour nous, en tant que grand groupe qui est présent dans un certain nombre de pays, faire un partenariat avec cet acteur qui est déjà un acteur majeur de l'écosystème de la santé connectée, ça nous permet de rentrer dans cet écosystème-là, d'accélérer notre travail avec les startups, de construire, on va dire, de l'equity et de la légitimité dans ce domaine, sachant qu'on part quand même d'assez loin. Je pense que Lionel vous parlait aussi de Startup Health, qui est un autre acteur qui est en fait similaire à Plug and Play. Donc on voit bien que même dans ce monde des accélérateurs corporate startup, voilà, c'est très très foisonnant autour de la santé. Le deuxième partenariat dont je vais parler, qui illustre vraiment en fait que Daniel et Lionel ont donné, c'est le partenariat avec Rappi. Rappi, c'est une unicorn, une des premières unicorns, on va dire, en Amérique latine, qui est un acteur de la livraison à domicile. Donc, j'en parlais tout à l'heure, la Smile Delivery, PillPack aux US, Rappi au Latam. Demain, en Europe, on verra. Les conditions ne sont pas les mêmes en fonction des régions, donc on verra si on arrive à développer un partenariat en Europe. Je voulais aussi vous parler du partenariat d'une de nos marques, comme je vous disais, le syndrome du côlon irritable, avec une application qui s'appelle Caracare, qui est basée en Allemagne, qui est remboursée, donc déjà remboursée par les systèmes de santé en Allemagne, les systèmes privés, et donc qui nous permet en fait de proposer à nos consommateurs et nos patients de mieux gérer leurs conditions chroniques. Donc en vrai, vraiment, c'est un objectif d'éducation par rapport à la condition, comme je vous disais tout à l'heure, de gestion en fait des différents types de symptômes, et on va dire ce qu'on met à disposition aussi, c'est du coaching pour mieux gérer en fait notre hygiène alimentaire par exemple, ou les différents exercices qu'on peut faire pour réduire la douleur. Donc vraiment, ce qu'on souhaite faire à travers ce partenariat, c'est de pouvoir aller vraiment au-delà de simplement traiter les symptômes, tout à l'heure, et proposer une approche holistique par rapport à des maladies chroniques. Donc c'est vraiment l'objectif. Ensuite, Babylone, je pense que Emmanuel, tu en as parlé tout à l'heure, Babylone propose non seulement des services télémédecine, mais aussi de triage. C'est vraiment très important en fait pour pouvoir mieux guider gérer les professionnels de santé dans l'approche par rapport aux patients. Et donc, à travers ce partenariat, ce qu'on souhaite faire à nos marques, c'est de pouvoir permettre à nos patients de mieux comprendre leurs conditions et de pouvoir mieux se diagnostiquer. Il y a beaucoup de conditions aujourd'hui qui peuvent paraître entre guillemets bénignes, qui ne sont pas bien diagnostiquées ou qui ne sont pas diagnostiquées. Pour nous, à travers
ce type de partenariat, c'est vraiment de mettre à disposition les meilleures compétences pour améliorer le diagnostic. Et ensuite, je vous donne juste une petite référence par rapport au Covid actuellement, puisqu'effectivement, on disait dans la presse les différentes actions de Sanofi par rapport à la gestion actuelle. Au niveau de notre business unit, donc Consumer Healthcare, on souhaite pouvoir mettre à disposition pour la majorité, le plus grand nombre, des tests de diagnostic à la maison. Donc, c'est un partenariat qu'on est en train de mettre en place avec l'Uninostic et je l'espère qu'on pourra mettre à disposition, j'espère, au plus grand nombre assez rapidement. Donc, dans l'ensemble de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, dans les 12-18 mois, en fait, ce que je souhaitais vous partager, c'est un petit peu qu'avons-nous appris, en fait, en tant que pharma pour développer ces partenariats. Et je pense que le premier point, et je pense qu'on l'oublie assez souvent, c'est nos collègues, nos compétences en tant que groupe pharma de développer des produits. C'est complètement nouveau. Et donc, effectivement, notre objectif en tant qu'équipe de transformation digitale, c'est de pouvoir éduquer les personnes pour s'informer. Ensuite, on en a parlé, les partenariats, effectivement, avec nos startups. L'important, c'est de pouvoir être dans une relation de confiance. Donc, vraiment avoir les bonnes méthodes de travail pour s'adapter à la façon dont les startups travaillent. Et enfin, il faut avoir confiance sur le fait qu'on va y arriver. C'est-à-dire que le processus de partenariat, le processus de lancement de produit, c'est un processus itératif qui est très nouveau pour un grand groupe comme un pharmaceutique. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre une molécule sur un marché qui est à moitié finie. Donc forcément, la façon de réfléchir et d'itérer, elle est très différente et assez difficile à mettre en place comme un groupe comme Sanofi, mais on commence à y arriver. Donc avec ça, j'espère que je vous ai donné un peu plus de points concrets en fait pour mettre en lumière les grands axes stratégiques qu'Emmanuel et Lionel nous ont donnés, et que oui, on y arrive et que c'est en train de vraiment se développer assez rapidement chez nous. Merci. Un grand merci Yannick, je crois que ça nous fait un joli panorama dense et rapide, mais on voit qu'effectivement vous avez pas mal de chantiers en cours, que effectivement c'est un peu d'un métier de la molécule, du médicament à demain, une vision beaucoup, j'aimais bien le mot holistique, c'est de la prévention jusqu'aux soins et puis avec l'accompagnement qui va bien avec. En même temps, on se dit que ça fait plein d'opportunités, faut falloir être courageux, musclé et créatif pour gérer tout ça, mais en tout cas on sent que voilà, il y a déjà un bon lead, une bonne roadmap en cours. On vous souhaite le meilleur et puis on espère surtout que pour les tests, ça va arriver vite. Donc encore merci. Maintenant, on va enchaîner sur la télémédecine avec Marie-Laure Saillard. Alors Marie-Laure, elle a un parcours, elle est passée par Deloitte, par KPMG, par Atos, par la Mutuelle Nationale Territoriale. Donc finalement, elle finit par les startups. Donc c'est un peu le voilà, mais comme quoi ça montre que dans beaucoup de startups, quand on grandit, on a besoin de ce qu'on appelle, désolé, Marie-Laure, de cheveux blancs, mais on a besoin d'expérience parce qu'à un moment, une startup devient aussi une vraie boîte. Et donc, il faut aussi structurer tout ça. Et c'est là où effectivement, on va souvent chercher des profils d'expérience. Alors, tu es la présidente, le PDG de Médocteur, dont on a beaucoup entendu parler récemment, et entre autres vice-présidente du LED, qui est un petit peu le syndicat professionnel de la télémédecine. Mais justement, la télémédecine, est-ce que tu peux déjà nous réexpliquer un petit peu le marché, parce que on confond un peu tout en fait, e-santé, télémédecine, téléconsultation, c'est pas toujours très clair. Et puis là, avec le Covid, je pense que tu vas pouvoir partager quelques chiffres sur un peu le avant, pendant, après, en tout cas avant, pendant de cette industrie. Absolument, bonjour à tous. Donc c'est vrai que le Covid marquera une date importante dans le paysage de la téléconsultation et de la télémédecine. Donc la télémédecine, très simplement, préexistait au Covid. Ça, c'est quelque chose qu'on peut partager. La genèse de la télémédecine, c'est la loi Hôpital de 2009 qui a été derrière accompagnée d'un décret en 2010 qui a défini 5 actes relevant de la télémédecine. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Je
pense que c'est pas du tout l'objectif, mais derrière le mot de télémédecine, en fait, il y a cinq actes. La téléconsultation, qui a la capacité de mettre en relation un patient et un médecin. La téléexpertise, qui est la mise en relation entre deux professionnels de santé en mode asynchrone. Donc, c'est un conseil d'un confrère. La télésurveillance médicale, où là, on va parler beaucoup d'IoT en sous-jacent, puisqu'il s'agit de permettre à un professionnel de santé d'analyser des constantes et de poser des diagnostics. La téléassistance médicale, qui est là la possibilité pour un professionnel de santé d'assister à un acte médical d'un professionnel de santé à distance. Et puis enfin, la régulation médicale, qu'on connaît un petit peu en pré-SAMU, qui est le 5e acte de la télémédecine. Alors, tout ça est est très cadré. Hein. On disait tout à l'heure en introduction que notre marché était un marché extrêmement réglementé. Cette réglementation en 5 actes est quelque chose qui nourrit notre cadre d'intervention, mais on voit bien qu'au quotidien, les frontières peuvent être assez souples pour autant, mais derrière ces 5 actes, il y a 5 tarifications différentes et il y a 5 modalités différentes d'exercice. Donc en fait, à partir du moment où ce décret en 2010 a été publié, des opérateurs se sont déjà engagés dans la télémédecine et c'est ainsi que les premières entreprises de télémédecine et de téléconsultation médicale se sont lancées. Et là, on ne parlait pas encore de sécurité sociale, de remboursement. Pour exercer du coup dans ce cadre-là, il fallait avoir un agrément de l'Agence régionale de santé qui autorisait à pratiquer la téléconsultation médicale. Donc, les premiers acteurs… C'est là où la technologie va toujours un peu plus vite que la régulation, quoi. Exactement. Donc, c'est là que les premiers acteurs se sont créés. J'intégrerai mes docteurs dans cette histoire-là. Mes docteurs s'est construit vraiment sur ce modèle-là au départ, puisque mes docteurs création en 2015, avec ce premier schéma d'agrément ARS qui permettent de faire de la téléconsultation médicale. La sécurité sociale n'étant pas encore entrée dans le jeu, il fallait des financeurs privés. C'est comme ça que depuis 2010, depuis 2018, de manière effective, vous avez de la téléconsultation médicale pour beaucoup de patients. Nous, aujourd'hui, on a plus de 20 millions de bénéficiaires de notre service financés par des complémentaires santé. Donc ça, c'est la première étape et c'est là que le marché commence à s'organiser. On a beaucoup entendu parler, évidemment, de téléconsultation depuis septembre 2018 avec le fameux avenant 6. Alors, si je suis trop charabia-teuse, parce que notre marché est très compliqué, il faut vraiment me le dire dans le chat. Donc là, c'est quoi? C'est qu'en 2018, en fait, il y a la Sécu qui a dit, nous, sous certaines conditions, on va rembourser la téléconsultation médicale. Et donc, ces conditions sont le fruit de négociations avec les syndicats de médecins, évidemment. Et donc, le choix a été posé de commencer avec un cadre assez restrictif qui positionne un remboursement de la téléconsultation médicale lorsqu'il est en téléconsultation avec son propre médecin traitant ou qu'il a vu le médecin dans les 12 derniers mois. Donc, c'est un cadre très réduit. Il faut bien commencer par quelque chose, je dirais. C'est pas le débat, mais c'est ce qui a créé aussi pas mal de frustration sur le fait, par exemple, que la téléconsultation, finalement, ne résolvait pas le problème des déserts médicaux, par exemple. C'est bien normal. À partir du moment où, pour être remboursé par la sécurité sociale, il faut avoir un médecin traitant et l'avoir vu dans les 12 derniers mois, forcément que les situations, à titre d'exemple, des gens qui n'ont pas du tout de professionnels de santé à proximité peuvent pas bénéficier de ce cadre-là. Donc là, à partir de cette avenant 6 de fin 2018, d'autres opérateurs sont rentrés dans le marché de la téléconsultation, des opérateurs qui venaient du monde de l'édition de logiciels de santé, on pense à Cegedib notamment. C'est là qu'est rentré aussi la fameuse licorne française Doctolib, qui vient du monde de la prise de rendez-vous et qui s'est engagé dans ce nouveau marché-là. Medoctor a bien sûr suivi le pas, c'est-à-dire qu'en plus de notre activité de téléconsultation médicale en 24/7, non programmée, sans prise de rendez-vous, financée par les complémentaires santé, on a créé un nouveau service à destination cette fois-ci des professionnels de santé pour leur permettre de faire de la téléconsultation avec leur propre patientèle. Donc, ce cadre est un peu complexe, les frontières sont parfois un petit peu floues entre les différents modes d'exercice. Ça a contribué aussi à faire l'intitulé de mon intervention, c'est « Décolle enfin ». Mais pourquoi ça décolle enfin? C'est qu'en fait, le cadre réglementaire, il n'est pas très simple à comprendre et on nous opposait jusqu'ici le fait qu'il n'y avait pas d'usage. On se rend bien compte, et là on va parler de la crise et en quoi elle accélère et elle change le quelques chiffres, ça serait intéressant, je pense.
change pour notre paysage, mais on voit que quand on ouvre un peu le cadre réglementaire et quand on communique sur le fait qu'on peut accéder, alors là, complètement, les usages explosent. Donc, quand l'assurance maladie s'est lancée en 2018 en disant on va rembourser les téléconsultations, l'assurance maladie imaginait que dès 2019, il y aurait 500 000 téléconsultations qui seraient remboursées. Alors ça, c'est pas du tout passé comme ça, parce que j'expliquais que le cadre, il était très réduit. Et du coup, en fait, on est arrivé en fin 2019 avec à peu près 75 000 téléconsultations remboursées par l'assurance maladie. En parallèle de ça, nous qui sommes aussi opérateurs de ce qu'on appelle de plateformes de téléconsultation, donc avec un apport de ressources médicales en plus de l'apport de technologie, dans la même période, on avait fait 500 000 téléconsultations. Alors 500 000 téléconsultations, c'est pas non plus encore très significatif, mais ça va mettre au regard entre les 75 000 financés par la sécurité sociale et les 500 000 financés par des entreprises ou des complémentaires santé. Donc déjà, il y avait cette vision un peu morcelée. La patatras, dès les premiers jours de la crise, Olivier Véran a sorti un décret en disant maintenant on lève le cadre, enfin les verrous et on ouvre le cadre réglementaire. La Sécu va rembourser 100% des téléconsultations. On avait le professeur Salomon qui, si vous l'avez écouté tous les soirs, nous expliquait qu'il fallait faire de la téléconsultation. Voilà, alors en mélangeant un peu les choses, en parlant de téléphone et autres, bon, peu importe. Et donc là, tout d'un coup, on a ouvert le voile à cette impétueuse nécessité d'accéder à de la téléconsultation pour éviter notamment la contagiosité dans les cabinets libéraux. Et alors là, on voit bien que le gouvernement s'est pris énormément de demandes des professionnels de santé et des patients pour dire mais comment on fait en fait? Et donc là, un peu dans l'urgence. Ouais, et un peu dans l'urgence, du coup, ils ont fait un référencement. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'était un tableau Excel. Hein, j'étais très étonné qu'ils donnent vraiment une liste de plateformes. En même temps, tant mieux, c'était pragmatique. Hein. C'était très pragmatique, c'était notre brouillon. Nous, on a été très surpris de le voir. Et donc là, en fait, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait près de 200 opérateurs de téléconsultation en France. Et donc, on parle beaucoup de Doctolib parce qu'en termes grand public, en plus, on l'utilise tous pour la prise de rendez-vous. Mais en fait, on s'est retrouvé avec 200 opérateurs, 200 solutions de téléconsultation. Avec quelques notations. On parlait tout à l'heure de RGPD, notamment avec une note qui est faite sur la sécurité et où on se rend compte déjà que sur ces presque 200 opérateurs et solutions, finalement, on est assez peu nombreux à avoir la note de 10 sur 10 en termes de sécurité des données. Mes docteurs a eu 10 sur 10 sur l'ensemble de ces services. Par ailleurs, j'en profite, je me passe, voilà, mais ça prouve bien que quand on est un opérateur qui a construit vraiment dans la durée des solutions, on n'est pas situé de la même manière que quelqu'un qui sort vite fait quelque chose pour répondre aux besoins de la crise. Ouais. C'est juste une évidence. Donc, du coup, les chiffres, ça a fait quoi? On est passé de 75 000 téléconsultations financées par l'assurance maladie en 2019 à, donc ça représentait vraiment très, très peu, à près de 1 million de téléconsultations par semaine. Prise en charge par la sécurité sociale. Encore une fois, les chiffres ne sont pas consolidés avec l'activité qui est financée par les complémentaires santé. Et donc, on est passé vraiment, tout à l'heure vous disiez 30%, oui, on est entre 25 et 30% des téléconsultations qui aujourd'hui sont réalisées en téléconsultation. Voilà. C'est un peu nécessité fait loi, mais c'est intéressant parce que je pense que ça remonte aussi que souvent quand on voit quelque chose d'innovant débarquer, on nous cave avant que le marché soit mûr et finalement on a l'impression que ça explose d'un coup, mais c'est quand même souvent beaucoup de travail, de tests, de fine-tuning avant, quoi. Voilà, alors du coup, là, on a bien vu que les pouvoirs publics s'intéressaient beaucoup à nous et d'une autre manière de celle à laquelle ils s'intéressaient avant, c'est que du coup, on nous a dit « Ouh là là, c'est super, il y a plein d'opérateurs, donc maintenant, il faut co-construire, il faut mettre des normes, il faut labelliser. » Donc, on est dans cette phase, nous, un peu curieuse, où on est dans des montées de volume. Enfin, chez Meddoctor, notre volumétrie, elle a fait x6 entre l'avant-crise et les tout premiers jours de la crise. Tous les jours, on a des demandes d'inscription à nos services qu'on n'était pas, au départ, structurellement fait pour accueillir, parce que bien avant la crise, les médecins nous disaient « bon, vous êtes gentils, on verra ça plus tard ». Et là, il y a des files d'attente auprès des opérateurs de téléconsultation et de Meddoctor. Et donc, du coup, cette crise aussi, donc il y a eu ce premier référencement un peu à l'arrache, avec le tableau Excel, avec les couleurs vertes, rouges, a fait l'objet du coup d'une reprise en main par l'Agence numérique de santé pour faire un autre référencement un peu plus compliqué. Un petit peu d'administratif quand même, parce qu'on est en France. Beaucoup d'administratif.
administratif en ce moment. Et du coup, une accélération, mais ça c'est formidable par ailleurs, de la feuille de route du numérique Ma Santé 2022. Et donc, en fait, on passe notre temps à découvrir et expérimenter des nouveaux usages dans une phase de très fort volume, très forte croissance, et aussi une phase accélérée de normalisation, de labellisation avec les pouvoirs publics. Avec quand même une complexité qu'on comprend bien, c'est qu'en fait, quand on dit la télémédecine, en fait, c'est un écosystème. C'est-à-dire qu'on a les patients, il faut qu'ils sachent comment utiliser les outils. Il y a les praticiens qui doivent être d'accord et s'y mettre. Il y a effectivement le remboursement, les mutuelles, la sécu, etc. Il y a le régulateur au milieu de tout ça. J'imagine il y a quelques professions ou syndicats professionnels ou instances. Donc oui, on imagine que d'un seul coup, quand il faut mettre d'accord tout le monde très vite, parce que effectivement, là, la nécessité fait qu'on a besoin de vous. Ça doit être un petit peu sportif et intéressant, quoi. Alors, c'est très intéressant. Je pense que tout le monde apprend. Nous, on n'était pas habitués à travailler au quotidien avec la DGS, la DGOS ou les autorités sanitaires. À la fois en tant que vice-présidente du LET et CEO de Médocteurs, moi, j'ai tenu à vraiment participer le plus possible et dans un esprit vraiment d'intérêt général, à aller au-delà de juste on a plus de téléconsultations, c'est génial, quoi. Et donc, d'essayer de travailler à un nouveau parcours. On l'a fait très en amont dès les premiers jours avec l'Institut Pasteur et la PHP, en fait, chez Médocteurs, pour dire, voilà, comment on peut prendre en charge, enfin, aider à la prise en charge des patients Covid ou suspects Covid, puisque l'objectif, vous vous souvenez des premières semaines de la crise, c'était vraiment d'éviter de saturer le SAMU. Ouais, donc vraiment routé, on va dire, ou préfiltré. Et donc ça, c'est très intéressant parce que ça fait des mois, on va pas dire des années, on est encore jeune, même si vous m'avez parlé de cheveux blancs, ce qui me concerne, mais en tant qu'opérateur, on est encore jeune. Ça fait des mois qu'on dit, il y a un intérêt évident d'intégrer la téléconsultation au parcours de soins, c'est ce rôle d'orientation dans le parcours. Tout à l'heure, on le disait très clairement, les patients, ils sont complètement paumés dans l'offre de soins. Enfin, c'est ouais, on a un peu un écosystème de l'offre avec plein d'experts, plein d'expertise, l'hôpital, les médecins et tout, et finalement, le patient au milieu, le parcours patient n'est pas très fluide, quoi. Absolument. Donc là, on a fait cette démonstration-là, par exemple. On a fait la démonstration, évidemment, qu'une consultation à distance était une consultation. Hein, ça, tout le monde le sait, mais il y avait beaucoup de détracteurs qui opposaient à ça. Et on voit bien que tant les patients que les professionnels de santé confirme effectivement la qualité de l'échange et du diagnostic en téléconsultation. Enfin, ça, là-dessus, c'était des freins d'ordre un peu psychologique, voire lobbyiste, mais qui ont été complètement levés. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il y a autre chose qu'on a, nous, en tant qu'experts du milieu, on l'a vu, mais qui est intéressant dans cette phase de crise, et l'ouverture, parce que quasiment tous les jours, il y avait des évolutions et des ouvertures sur la pratique de la télémédecine. Alors, quand on est quand c'est notre marché, on le suit tous les jours. Et ce que vous avez peut-être vu, c'est que quand on parle téléconsultation, télémédecine, on pense beaucoup médecins. Il y a eu énormément d'ouverture sur ce qu'on appelle le télésoin, donc l'ouverture aux infirmiers, aux pharmaciens, aux kinés. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant de mon point de vue sur l'évolution future des usages de la téléconsultation et de la médecine, c'est que on ne se cantonne pas au temps médical du médecin, mais on est bien là pour organiser les compétences médicales et en tenant compte aussi des auxiliaires médicaux. Nous, à cet égard, ça fait de nombreux mois qu'on y croit profondément et on a lancé du coup aussi un service de télésuivi infirmier des patients diagnostiqués Covid. Et on voit bien qu'en fait, la télémédecine permet cette collaboration entre les professionnels de santé au bénéfice du patient, évidemment, mais aussi de la libération de temps médical. Et c'est de ça dont on a besoin. Et donc, moi, ça nous a beaucoup appris dans la crise, en fait, à partager un peu ces points de vue-là et aussi à avoir des relations un peu accélérées. Enfin, quand on a commencé à faire des partenariats avec les instituts de recherche, pour la première fois de ma vie, j'ai eu un avis de la CNIL. Enfin, c'est pas moi, mais c'est la PHP et Pasteur qui m'ont aidé. Voilà, en 10 jours de temps pour voir comment on pouvait remonter les données. Parce que des données, on en a énormément sur les plateformes de télémédecine, pour que derrière, les chercheurs puissent bénéficier de ces données pour faire des études épidémiologiques. Donc, on voit bien que les crises permettent des rapprochements, des collaborations, on en parle beaucoup entre les hôpitaux privés et les hôpitaux publics. C'est ce clivage public-privé, je peux vous dire qu'il est encore plus fort entre la CNAM et les startups, hein, par exemple. On est des vilains du privé qui sommes là que pour monétiser la santé et se faire du fric. Mais donc là, on voit bien qu'en travaillant ensemble, quand même, les points de vue évoluent. Et donc moi, ce que j'appelle… Ouais.
Ouais, si on doit justement regarder un peu au-delà de la crise, qui est quand même, on va dire, malgré, on va dire, l'impact sur toutes nos vies et les gens qui sont malades, au moins ça aura eu le bénéfice de peut-être, voilà, rebooter un peu toutes les limites, tous les blocages et les régulations. Mais du coup, enfin, on imagine qu'évidemment ça va retomber un petit peu quand même après, mais qu'en même temps il y a tout un tas de gens qui ont découvert, que ce soit les praticiens, les patients, voilà. Donc comment tu vois un petit peu la suite, l'atterrissage, on va dire, même si on a un peu du mal à savoir quand est-ce que la crise sera vraiment finie, mais en termes d'usage. Moi, ce que je voudrais surtout pas, c'est que la télémédecine soit perçue un peu comme la médecine de guerre, un peu par défaut. C'est-à-dire, super, dès qu'on a une crise qu'on ne peut plus voir nos patients, et ben on fait par Pas télémédecine. juste du patch, quoi. Voilà, c'est pas du patch. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense que le rôle d'orientation du patient dans le parcours, ça, c'est quelque chose sur lequel on pourra vraiment consolider. Sur les cabinets libéraux et le fait qu'ils fassent des téléconsultations avec leur propre patientèle, aujourd'hui, 70% des médecins disent faire de la téléconsultation. Moi, je suis pas convaincue qu'après la crise, on reste à ce niveau-là d'usage. En revanche, les patients, eux, ont toujours cette envie. Mes côtés professionnels de santé, je serais assez étonnée, même si j'ai pas ma boule de cristal, que les professionnels de santé dans leur cabinet libéral maintiennent de tels niveaux d'utilisation de la téléconsultation. En revanche, là où ça fait du sens, et là, ils commencent à le percevoir, et il y a vraiment une crise sanitaire d'ailleurs qui se prépare chez nous, c'est sur le suivi des malades chroniques. Là, qu'on connaît déjà, qu'on voit régulièrement physiquement, mais en complément pour pas forcément les déplacer à chaque fois. Exactement. Donc ça, c'est un usage qui va être ancré, je pense, après la crise. Et surtout, l'enjeu de l'enjeu, c'est quoi? C'est bien le projet Ma Santé 2022. C'est vraiment l'inscription de la télémédecine dans les territoires et dans le parcours de santé dans le territoire pour chacun des patients. Et ça, c'est quelque chose qui avait été engagé avant la crise et qui commence un petit peu, là on s'est pris un peu les grands volumes, les grandes vagues, les grandes tsunamis. On est en train de co-construire avec les acteurs de territoire qui sont en train de se réorganiser par ailleurs pour tenir compte de ce qui vient de se passer. Et donc, c'est toute cette dimension territoriale qu'il va falloir vraiment intégrer dans la refonte, dans les travaux de refonte du système de santé français. Ouais, mais qui est super importante parce qu'on oublie, nous, on est un peu privilégiés, moi je suis sur Paris, que ouais, c'est facile, mais quand on doit faire 50 ou 80 km pour aller voir son généraliste, c'est vrai qu'on se dit que si une fois sur deux ou 2 fois sur 3, on peut avoir une téléconsultation, c'est quand même, ça change la vie, quoi. Ça change la vie et encore une fois, y penser en tant qu'association de compétences, c'est-à-dire qu'il y a le médecin, il y a l'infirmière, il y a le pharmacien et ça, c'est ça que la parcours de soins, quoi. Voilà, peut vraiment favoriser parce que même s'il n'y a pas de médecin ou de spécialiste sur le territoire en proximité, il y a moyen aussi d'organiser les choses. Et c'est là-dessus, je pense que la télémédecine va continuer et la téléconsultation vont continuer à s'installer durablement. C'est pas cet effet un peu d'aubaine sur lequel, voilà, les médecins vont utiliser plutôt le téléphone puisqu'on nous a même parlé de téléphone, c'est ouvert aussi, ou la télémédecine numérique. Mais c'est vraiment, il faut qu'il y ait un projet médical en dessous pour que ça dure. Sinon, ce sera qu'un feu de paille et ce sera bien dommage. Donc, le meilleur de la technologie et du soin ou de la prévention. Un grand merci pour tous ces chiffres. Et puis, on est quand même content de voir que les choses, finalement, peuvent avancer vite en France. Si juste on rajoute pas trop de couches de bureaucratie et de réglementation à terme. Je vais rappeler nos autres intervenants. On a un tout petit peu dépassé. Il y a eu pas mal de questions. Donc, merci à toutes celles et ceux qui nous suivent, à Louise, Dominique, à Nada, voilà, qui nous ont posé quelques questions et je vais repartager celles qui ont été les plus populaires. Alors, il y a une question pour Medocteurs. Donc, dans votre offre financée par les complémentaires santé, les médecins sont-ils salariés de Medocteurs? Alors, non, ils ne sont pas salariés. On a un modèle très spécifique chez Medocteurs, c'est qu'on a des contrats de collaboration avec notre communauté médicale. Et surtout, la grande spécificité de l'organisation chez Medocteurs, c'est que les médecins ne répondent aux sollicitations que s'ils ont le temps. C'est-à-dire que dans leur organisation de leur pratique médicale, on ne les astreint pas à nous réserver des horaires. C'est pour ça qu'on a vraiment fédéré autour de nous une très forte communauté médicale parce que ça correspond complètement à la souplesse demandée des professionnels de santé. Dernière question pour Véronique qui doit s'enfuir parce qu'on a un peu dépassé le temps. Il y a quelqu'un qui nous posait une question justement. Est-ce que vous avez des partenariats avec une structure d'accompagnement de start-up type incubateur, accélérateur ou autre?
Oui, exactement. Donc, comme je faisais référence, aujourd'hui, on est en partenariat avec une entreprise qui s'appelle Plug and Play, mais qui est vraiment, je dirais, un des grands acteurs en fait de l'écosystème de start-up. Donc, il y en a d'autres, Startup Health, etc. Donc, nous aujourd'hui, on travaille comme ça. On n'a pas d'incubateur spécifique dans la maison. Donc, je pense que ça va au-delà. Enfin, c'est un peu contraire à créer un écosystème. Et donc, on essaie plutôt d'aller vers l'extérieur plutôt que de le faire chez nous. D'accord, super. Bon, bah, je pense que Nada aura eu la réponse à sa question. On va pas te bloquer plus longtemps. On te remercie encore d'être venu. Surtout qu'on sait que c'est dans le médical, c'est pas toujours simple d'avoir des gens qui acceptent de témoigner. Donc, un grand merci. Et puis, bah, on attend la roadmap et surtout, on attend les tests avec impatience. Donc, travaille bien. Je te tiens au courant, Emmanuel. Merci à tous et puis ravi d'avoir échangé avec vous aujourd'hui. Au revoir. Merci. Alors, Lionel, pour toi, il y avait effectivement une question. Attends, je retrouve. Je l'ai perdu. Alors bon, bah, désolé. Alors, on va refaire une pour mes docteurs. Quid de la prise des constantes avec la téléconsultation? Donc là, effectivement, la nécessité ou pas d'être équipé chez soi pour le patient. Alors, il y a deux modèles. Il y a un modèle sous-tendu par de l'IoT, effectivement, par le patient. Et il y a un modèle qui il me semble-t-il, est un bon modèle sur du court terme, qui est un modèle de téléconsultation assistée par une infirmière ou un pharmacien, et donc qui mobilise ou pas de l'IoT, mais qui permet effectivement de prendre les constantes et de les transmettre au médecin qui téléconsulte. D'accord. Et Lionel, alors bon, moi je vais te poser une question. Comment tu vois, parce que toi tu suis ça vraiment au jour le jour sur le Covid, hein, on voit que tu as vachement avancé sur ton ouvrage et tu benchmarks un petit peu ce qui se fait à l'international. Si tu as peut-être un truc qu'on doit retenir, alors, tout le monde fait un peu ses pronostics et puis la Chine, on a une vision toujours parcellaire, enfin on sait pas toujours tout ce qui se passe derrière, mais qu'est-ce qu'on peut peut-être apprendre de la Chine, ou est-ce que tu aurais un point là sur lequel tu penses qu'il y a il y a une ou deux bonnes idées à reprendre de comment ils gèrent le Covid ou post-Covid? Alors, juste pour revenir sur la prise de constante, je pense que les objets connectés auront vraiment une place, et c'était ce que j'ai mis dans l'article du Hub Institute, hein, ce concept du tricorder, cet objet tout en un qui pourrait prendre plusieurs constantes à la maison, qui avait été lancé par Scanadu, qu'on voit en Israël avec TitoCare. On voit un certain nombre d'outils. J'ai vu MediOne, je crois, au CES. Voilà, il y a beaucoup d'outils là-dessus, mais je pense que ça fera partie de l'armoire à pharmacie de tout à chacun demain pour pouvoir faire ces téléconsultations. Alors, c'est très difficile d'être dans le moment où les choses se passent et d'avoir du recul pour dire, OK, ça sort, ça. Allons pas forcément en Chine, restons en France. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On a un Covidom à la PHP, on a la même chose à Marseille, on a la même chose à Rennes, on a la même chose. C'est vrai que si on avait peut-être plus unifié les efforts, ça aurait pu être intéressant sur des outils publics d'avoir une concertation sur un outil unique et pas en faire 15 différents. Voilà, mais c'est la première pandémie. J'espère qu'on n'en aura pas plein derrière. Mais, alors, on disait simplifier le parcours patient, mais ce serait des fois simplifier aussi la coordination traitant, quoi. Mais le public privé a beaucoup travaillé ensemble et ça, c'est une grande nouveauté en France et ça, c'est vraiment intéressant. Il y a eu beaucoup de solidarité. Les soignants le disent, même entre eux. Hein, ils ont appris à se connaître. On a vu comment ils ont dû, malgré des fois le manque d'équipement, ou prendre, sur leur temps, leur santé et leur famille, quoi. Mais finalement, on les a habitués au système D et c'est peut-être ce qui les a sauvés. C'est-à-dire qu'on les a appris à se débrouiller tout seuls et finalement, ils ont beaucoup bossé, mais je crois qu'il ne va pas falloir jouer à chaque fois ce coup-là. Et il va falloir se préparer. Surtout pour l'équipement, si on peut au moins être sûr qu'ils aient le minimum pour travailler, ce serait quand même bien au-delà des procédures, quoi. Bon, bah, un grand merci encore pour cette session ultra riche. Je pense que voilà, on avait peu de temps, mais c'était intense. En tout cas, merci pour votre générosité et tout ce que vous avez pu partager avec nous. Et on va vous libérer. Voilà. Moi, je vais donner rendez-vous pour les prochains webinars, et surtout le prochain événement, le Hub Digital Health Forum, le jeudi
10 septembre, offline, online ou les deux. On sera prêt, quoi qu'il arrive, avec les équipes du Hub Institut. Et puis, évidemment, n'hésitez pas à passer sur le site du Hub Institut pour découvrir un petit peu tous nos articles. D'ailleurs, Lionel en a fait un certain nombre sur la e-santé, mais voilà, sur tout ce qu'on peut faire pour dépasser cette crise, préparer la reprise. Je vous remercie encore de votre participation. Voilà, beaucoup de questions sur le chat, beaucoup de présence aujourd'hui et à très bientôt. Au revoir.